Là, j'ai l'impression d'avoir toutes les compétences de tous les sports que j'ai fait pour pouvoir exceller dans ce sport-là. Je vais essayer. En fait, je vois ça, je kiffe. On a une technologie de ouf, tu vois. L'IA, tout ça, tu vois. On a des choses incroyables et on ne sait pas encore vivre ensemble. Ouais. Tu vois. Ils ont un pronostic assez dur hein, pour moi. C'est délicat, c'est-à-dire qu'ils ne m'avaient même pas visualisé, ils ne m'avaient même pas vu m'asseoir seul. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai vu des visages se déformer, se décomposer. J'ai vu des réactions faites de gens incroyables. Je commence à avoir des haters sur le dos. Sérieux? Grave. Ils disent quoi? Et le cross du collège, je l'ai fait Tu l'as fait comment? Avec les béquilles? avec les béquilles. Énorme. Et je suis arrivé avant les asthmatiques. Bonjour à tous, bienvenue sur le V2 Podcast. On échange avec des personnalités inspirantes qui ont vécu des périodes de vie, des épreuves de vie et qui les ont transformées en force et qui aujourd'hui transmettent un message. Aujourd'hui, j'accueille Pietro. Pietro, bonjour. Salut à toi, salut à vous. Merci d'être Salut à venu. l'équipe. Ça fait Eh ben, plaisir. écoute, merci de me recevoir. Merci pour le moment qu'on va passer ensemble, c'est super. C'est cool. Aujourd'hui, on va parler un peu de sa vie. Pietro, on t'a connu cette année dans l'émission Yes. La France a un incroyable talent. T'es arrivé jusqu'en quart de finale. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Alors, je me présente, je m'appelle Pietro, j'ai 40 ans et je suis athlète artiste de haut niveau dans une discipline qui s'appelle le street workout. Alors, Ok. pour vous donner vite fait une définition du street workout, c'est une discipline urbaine qui consiste à faire des figures acrobatiques et statiques sur des barres de traction, barres parallèles et au sol. C'est une discipline qui est 100% urbaine. Et voilà, j'ai présenté mon art de rue sur Incroyable Talent. Je suis originaire de Fréjus-Saint-Raphaël et aujourd'hui, je suis là pour un podcast avec le frérot. Ça fait plaisir. Avec mon On plaisir. va voir que à travers ta discipline, tu transmets un message qui est fort. Mhm. Avant d'arriver au cœur du sujet, j'aimerais qu'on parle de ta vie un peu chronologiquement Avec grand plaisir. et qu'on commence par le début, ta naissance, le contexte. Mhm. T'es né avec un handicap. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi il s'agit? Alors moi je suis né le 10 janvier 85, je suis né à Fréjus, mais j'ai été transféré directement sur Marseille. En fait quand je suis né, voilà, j'ai eu une malformation de naissance, Ok. très rare. En fait, dans les années 80, on n'était même pas 1000 à être atteint de cette malformation. Donc c'est vraiment un cas très rare. Et dès que voilà, je suis né, j'ai été transféré donc à Marseille à la Timone pour pouvoir justement faire des examens approfondis pour savoir exactement la pathologie que j'avais, de quoi j'étais atteint. Parce que je suis né assis, moi, si tu veux. Je suis né, les jambes, elles se dépliaient pas, tu vois. Déjà, ça commençait comme ça, tu vois. Ok. Donc, voilà, tu vois, je suis né d'une façon assez spéciale. Donc, très vite, j'ai dû passer sur le bloc, justement, pour dire que je puisse avoir une position allongée, tu vois. Ouais. Et puis, voilà, après, une batterie d'examens pour savoir exactement ce que j'avais. Ok. Et bon, ça, ma mère, elle a su à 8 mois qu'il y avait une malformation. Ouais, donc ça Elle l'a c'est su sur très la, tard. sur la fin de la Voilà, grossesse. sur la fin de la grossesse, c'est su, tu vois. Ok. Et puis quand ma mère elle a accouché, bah voilà, comme je t'ai expliqué, transfert, examen, et puis voilà, diagnostic de ma Ok. malformation. Les médecins, au moment où tu nais et que tout le monde a connaissance du handicap, qui sont en face Ah, les du bébé médecins, Pietro. ils ont un pronostic assez dur hein, pour moi, c'est délicat, c'est-à-dire qu'ils ne m'avaient même pas visualisé, ils ne m'avaient même pas vu m'asseoir seul, tu vois ce que je veux te dire, c'est-à-dire que quand je suis né, pour eux, je n'avais pas la possibilité de pouvoir avoir une motricité voilà, de mes deux jambes, même voilà, au niveau de mes postures, s'asseoir, se mettre debout, enfin voilà, faire des choses simples de la vie, voilà, c'était pas possible. Ouais, c'était pas seulement les jambes, c'était même du coup enfin, les jambes qui sont la base du corps. Après, c'était question de Si tu veux, moi, ma posture. formation, en fait, elle est que c'est une malformation qui touche à la base de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que tu as, des personnes qui ont la même pathologie que moi, mais qui ont, par exemple, un trou au niveau des dorsales. Tu vois, au niveau Ok. dorsal ou au niveau cervical. En Ok. fait, il nous manque une vertèbre, deux vertèbres, voire deux vertèbres. Moi, c'est Ok. au niveau des lombaires. Ok. Il me manque une vertèbre et demie. D'où le déhanchement que j'ai. Mais scientifiquement parlant, j'étais pas censé m'asseoir seul, justement, dû à ça. Parce que si tu veux, moi, mon squelette, il est divisé en deux. Tu vois, vous avez coccyx sacrum, moi, j'ai pas ça coccyx Ok. sacrum. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai ma colonne vertébrale, la fin, la terminaison, tu vois, et je suis directement sur le bassin. Donc, en fait, j'ai une sangle abdominale qui fait que, tu vois, que je me suis fait avec les années, tu vois, Ouais. et qui m'a donné vraiment le maintien de mon rachis pour pouvoir avoir Ouais. une posture debout, une posture assise, une posture allongée, et faire ce que je fais aujourd'hui. Ok. Donc, bon, tu nais avec ça, ça y est, c'est fait. On va voir que ça t'a pas empêché de faire enfin, beaucoup de choses. Ouais, bien sûr. Comment ça se passe, le début de ta vie, la petite enfance? Bah écoute,
Si on parle au niveau même de l'handicap, bah, j'ai subi jusqu'à 4 ans quand même pas mal d'opérations. J'en ai eu 4 ou 5, tu vois, Ouais. où voilà, j'ai eu opération de tendon d'Achille, j'ai eu le col du fémur, 2 fois le col du fémur. En plus, ouais, petite anecdote à la Timone, si tu veux, je me fais opérer du col du fémur, donc ils me mettent des plaques et des broches, tu vois. Ouais. Et 2 mois après, donc ils m'enlèvent les plaques et les broches, tu vois. Ils étaient censés l'enlever, et en fait, je passe sous bloc. Après le bloc, je fais en radio pour savoir si l'opération s'est bien passée. Et il se trouve qu'ils oublient une broche, une plaque et des vis voilà, dans ma Ça, c'est cuisse. le cauchemar de tout le monde Ouais, quand dans tu ma te fais cuisse. Et opérer. surtout, moi, j'étais un nourrisson, tu vois. Donc, Ouais. ma mère, quand elle voit ça, à la série à l'époque, eh ben, voilà, elle a fait un scandale. Le lendemain, j'ai dû repasser sur le bloc, tu vois. J'avais, j'avais 4 ans. Ouais. Ok. J'avais 4 ans. Ouais. Ok. Tu vois, j'étais pas nourrisson, c'est là, j'avais 4 ans. Ok. Donc, voilà, tu vois, je repasse au bloc, ils m'enlèvent les plaques, les broches. Donc, voilà, des petites complications, entre guillemets, erreur médicale, mais ça arrive. Je veux dire, c'est la vie, l'erreur est humaine, tu vois, même si c'est grave, hein, quand même, d'oublier Ouais. des plaques et des broches voilà, dans la cuisse d'un enfant, mais voilà, l'erreur est humaine, donc j'en garde pas Ok. une mauvaise espérance et j'ai pas d'a priori sur le corps médical. Ça peut Ouais, t'as pas arriver. de rancune. Non, T'as pas pas du de tout, rancune par pas du rapport tout. à ça. Tu l'as dit, t'as fait la France un incroyable talent. Ouais. Maintenant, t'es athlète de haut niveau. Mhm. T'étais loin d'être prédestiné à ça. Ouais, carrément. À partir de quel moment tu commences un peu à te détacher de ce qui était pronostiqué sur ta vie et que tu commences un peu à étonner justement le corps médical, justement à avoir des postures qui n'étaient pas censées être les tiennes. Bah, très tôt, parce que tu vois, très tôt, j'ai eu ce mindset en fait de j'aime la vie, tu vois. Et ça, c'est même dans mon inconscience, quand j'étais minot, tu vois, tu te le dis pas dans ta tête, mais t'as cette kiffance, tu vois. Ouais, T'es enfant, t'es heureux, t'es dans la joie, tout ça et tout. Et si tu veux, j'ai fait les choses naturellement. Donc, je sais pas, t'as vu, bah, quand tu dois commencer à marcher, tu commences à marcher. Alors, moi, certes, j'ai marché tard, mais tu vois, j'ai réussi à marcher. Si tu veux, les choses, elles se sont fait plus ou moins naturellement. Et après, avec, tu vois, l'âge, la culture de vie, tout ça, bah, tu te forges un mindset. Mais ce mindset-là, si tu veux, je l'avais directement déjà tout petit. ouais, Tu vois. c'est même un caractère. C'est ça, c'est un caractère, c'est un tempérament. Et pour en revenir à ta question, quand est-ce que j'ai commencé à surprendre le corps médical, bah, tu sais, moi, je faisais jusqu'à l'âge de ouais, bien 16 17 ans, une consultation par an à la Timone, tu vois, avec une batterie d'examens pour savoir si tout se passe bien, tout ça, tu vois. Et si tu veux, à la base, j'étais pas censé sentir mes pieds, tu vois. Et Ouais, si tu veux, le professeur qui me suivait à l'époque, donc c'est pas un médecin, c'est un professeur, c'est quelqu'un ouais, qui est renommé, qui a une batterie d'études et qui sait de quoi il parle. Il pensait que je chantais par mes pieds, tu vois. Et moi je disais oui, je les sens, tu vois. Et lui il dit non, c'est pas possible. Et genre il prend un briquet et il me met une flamme sous le pouce du pied, tu vois. Moi je suis aïe. Et genre, je dis, ah, il reste bête, tu vois. Et tu vois, rien que là déjà, il a pas compris parce que normalement je suis pas censé avoir des terminaisons nerveuses ouais, jusqu'au pied, tu vois. Par exemple, ouais, moi mes pieds ils sont paralysés, tu vois. Mes ouais. pieds je peux faire que ça avec, tu vois, je peux pas les bouger. Donc dans la logique des choses, les terminaisons nerveuses elles devaient pas arriver jusqu'à mes pieds. Pourtant tu vois, je sens tout mon corps, Ouais, voilà. ok. Donc déjà ça commençait là. Ouais, t'as quoi? Je vois ce que tu veux dire. Tu grandis un peu, Ouais. forcément, tu as une vie sociale, Mhm. par l'école, par les loisirs, etc. Le regard des autres, à ce moment-là, il est comment? Alors encore une fois, je vais t'annoncer une anecdote. Dans les années 80, sachant que moi j'ai un handicap moteur mais pas psychique. Ouais, Le handicap, il est assez englobé. C'est-à-dire que ce soit handicap physique ou psychique, tu es un peu mis dans la même case. ouais, Donc, si tu veux, à l'époque, c'était compliqué pour un enfant en situation de handicap d'entrer dans une école standard publique. Il y avait toujours des écoles spécialisées. Ma mère, très tôt, elle s'est même battue. si tu avais la tête bien faite. Voilà, totalement. Ma mère s'est battue très tôt avec mon ancien kiné, tu vois, pour justement montrer que bah, j'avais pas besoin d'être dans une école spécialisée et que je pouvais être dans une école publique comme tout le monde, tout ça, tu vois. Et donc, elle s'est battue. Au début, la première année de maternelle, j'y allais que quelques fois dans la semaine. Il y a eu une adaptation. Tu vois, ils avaient du mal à comprendre que c'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu ne peux pas être dans une école publique. Jusque la deuxième année où vraiment ils ont accepté que je sois l'année, tu vois, à l'école. Et donc, c'était ma deuxième année de maternelle. Ma deuxième année de maternelle, je marchais pas encore. Je marchais à 4 pattes. Tu vois, moi, j'ai marché à 6 ans. J'ai marché très tard. Donc, si tu veux, je suis arrivé dans la classe de maternelle, je suis arrivé à 4 pattes, tu vois. Et tu vois, tous les gamins à l'époque, ils sont mis à 4 pattes, ils sont entrés dans la classe comme ça. Énorme. Tu vois, C'est magique, ça. c'est magique, tu vois. Il Ah n'y a pas ouais, eu, tu veux, l'enfant, il est vrai. Il ouais, est vrai. Ça veut dire que, tu vois, je sais pas,
ils ont eu besoin le besoin, l'envie, je ne sais pas, tu sais, à l'époque, mais de rentrer comme moi. Ils sont tous rentrés à quatre pattes. Ah, c'est énorme Ah, ça. c'est énorme dans la classe. Voilà. Mais ça me fait penser à un truc. Donc, on a reçu Luc qui, pareil, est handi-aventurier, Mhm. enfin, qui a un handicap et qui, Mhm. pareil, déjoue les pronostics. Et il disait que lui, il a commencé à sentir un regard des autres différent à un âge où, en fait, les enfants étaient un peu influencés par les parents, dans le sens où les parents vont te dire, pas méchamment, mais fais attention, cette personne est différente, etc. Et à ce moment-là, tu vois, il y a un comportement qui va un peu changer, mais de eux-mêmes, de base, de manière instinctive. Tu vois, ce changement, ils l'appréhendent pas. Pour eux, c'est... En fait, comme ils n'ont pas de normes, eh ben, ils s'imaginent pas te traiter différemment. Ou... C'est à partir du regard des autres, du regard des plus grands, qui se disent, ah ouais, mais il y a un truc qui est moins normal, tu vois, et qui vont Mhm. plus être précautionneux, tu vois. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu me dis, parce que tu vois, moi, par exemple, le mindset qu'elle a eu ma mère face à mon handicap, c'est-à-dire elle a considéré, mais dans son éducation, elle a fait comme si j'étais valide totalement. C'est-à-dire Ouais, que je te donne un exemple, comme je t'ai dit, j'ai commencé à bien marcher correctement, entre guillemets, à l'âge de 6 ans, au CP. Tu vois, ouais. c'est-à-dire toute ma maternelle, je marchais, je me levais, je marchais un peu, je me C'était tenais. difficile. Des fois, j'arrivais, je ripais, je tombais, tu vois. Et quand je ripais, je tombais, tu as vu, genre, ça arrivait à la sortie de l'école, tu as vu, je pouvais riper, tomber, tu vois. Toutes les mamans, elles étaient choquées. Oh. Et ma mère, c'est bon, il va se relever. Et Ouais, tant qu'il n'y a pas de sang, il n'y a rien. ouais, Tu ouais. vois. Et tu vois, cette éducation un peu à la dure, bah, ça m'a aussi forgé, tu vois, à Ouais. l'handicap et à pas se plaindre, à pas. Voilà, tu vois, en fait, tu veux, il a été directement le handicap. Mhm. Et j'en ai directement. J'ai pas fait une force sur le coup, mais voilà, ça faisait partie de moi. Donc, j'étais pas toujours axé dessus, à y penser, machin truc, comme je t'ai dit. Euh, c'est les autres qui me renvoient le handicap. Ouais, Moi, je l'oublie, moi, dans ma ouais, tête, le handicap. ouais. Tu vois. On dit de toi, tu dis de toi que tu as eu une vie de caméléon. Et quand on est arrivé, enfin qu'on s'est rencontrés tout à Mhm. l'heure, tu m'as dit que ta vie de caméléon, elle s'est matérialisée très tôt. Ouais, c'est matérialisé très tôt, tu vois. Bon, c'est pas matérialisé, on va dire, ni en maternelle, ni en primaire, parce que là, tu vois, tu grandis, t'es vraiment, t'es petit encore, tu vois. Ouais, Donc, voilà. Après, j'ai toujours eu une vie. Là, si on parle de maternelle et enfin, de ma vie scolaire jusqu'au secondaire, ouais. Donc si tu jusqu'au veux, collège. voilà, jusqu'au collège, tu vois, j'ai toujours eu des copains. Le handicap, il s'est fait léger parce que j'ai une force de caractère. Tu vois, il y a des gamins qui se faisaient plus s'emmerder parce que, par exemple, ils étaient roux, par exemple, ils avaient des lunettes. Tu Ouais, vois, ils n'avaient pas la force de caractère, ils prenaient tartine, tu vois, ouais, toute leur scolarité. Moi, j'avais cette force de caractère toujours à me défendre. Donc, du coup, bah, tu vois, le handicap avait plus été entre guillemets accepté, mais surtout il est devenu non visible auprès des autres. Et ça, très, très jeune, tu vois, de par ma façon d'être, ma façon de caractère, le fait de faire toujours les choses, entre guillemets, comme tout le monde, tu hmm, vois, et en fait, je l'ai noyé dans le regard des ouais. gens, Et ça, c'est une le force handicap. terrible. C'est un super pouvoir. C'est. Ouais, encore une fois, ça fait partie de mon mindset, tu vois, c'est pas quelque chose. Bien sûr, il y a du dépassement de soi, mais encore une fois, c'est quelque chose de naturel. C'est Ouais, pas quelque chose que je vais aller réfléchir, puiser, machin, c'est toujours fait naturellement, tu vois. ouais, Je te donne juste un petit exemple. Au secondaire, tu vois, tu as le cross du collège, tu vois. ouais, ouais. Et tu vois, ce cross du collège-là, la première année que je suis arrivé en sixième, je suis sorti d'une lourde opération au niveau. C'était de mon genou, c'était mon genou, tu vois, ils m'ont cassé le genou, tout ça, parce qu'il était mal fait. Donc, du coup, voilà, tu vois, ils m'ont cassé l'os pour pouvoir me remettre sur une bonne posture. Donc, je suis arrivé en sixième, j'étais en béquille, tu vois, je sortais juste du 16 roulant, j'étais en béquille, tout ça. Et le cross du collège, je l'ai fait, Tu l'as fait comment? Avec les béquilles? avec les béquilles. Énorme. Et je suis arrivé avant les asthmatiques. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas arrivé dernier. Ouais, ok. Voilà. Et Donc les tu... asthmatiques, ils sont arrêtés avant, tu vois. Moi, j'ai quand même fait un tour et demi à l'époque, tu C'est vois. énorme. C'est énorme. Voilà, tu vois, il y a toujours eu cette intégration. Par exemple, quand je suis arrivé en sixième, moi, j'étais dans un collège qui s'appelle André Olota à Fréjus, et Ouais. c'était une des premières ZEP en France, zone Ok. d'éducation Ouais, prioritaire. ouais. Donc, c'était un collège c'était la zone, tu vois. J'arrive en sixième, et si tu veux, comme je te dis, j'arrive en béquille, et il y avait un ascenseur tu vois, dans Ouais. l'établissement. Donc, du coup, premier jour, il me donne la clé. Tu vois, il est en béquille, il va pas galérer avec les escaliers, tout ça. Et tu vois, moi, encore une fois, l'intégration, le fait de réussir, je suis quelqu'un de sociable, tu vois. Bah, le premier jour, j'ai fait monter toute la classe dans l'ascenseur. Je suis monté, je suis arrivé en haut, le proviseur, il m'a pris les clés, il m'a dit, c'est bon, tu vas prendre les escaliers, tu vois. Ça se passe pas comme ça, tu vois. Voilà, j'ai toujours eu tu vois, cette Ouais. façon d'être, cette façon de Ouais. faire.
Tu t'es fait opérer jusqu'à quel âge? Jusqu'à quand t'as Alors, été, si tu veux, j'ai dit stop. En fin de compte, j'ai dit stop parce que des opérations pour t'améliorer, il y en a toujours. T'as Ouais. eu, mais au bout d'un moment, tu vois, t'en as marre de te faire casser des os, voilà, qu'on t'ouvre sur le billard, tu vois. Jusqu'à l'âge de la dernière, je crois que ça a été 15 ans. Après, Ok. j'ai dit stop, tu vois. Ok. Voilà. Et justement, à ce moment-là, niveau scolaire, t'es comment? T'es bon? T'es pas trop. J'ai toujours été dans la moyenne au niveau scolaire, je forçais pas. Ok. Tu vois, je forçais pas, c'était pas trop école, tu vois. J'étais pas trop studieux parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif, Ouais. tu vois. Mais voilà, j'assimilais quand même, tu vois. Ouais. J'étais pas dans Tu les passais sous derniers, les j'étais pas dans les radars. premiers. Ouais, tu vois, j'étais toujours dans la moyenne en fait. Moi aussi. Ouais. Voilà, tu vois, Non, mais tu vois, j'ai vécu l'éducation, tu vois, dans le sens, enfin, l'éducation nationale. J'étais parmi les élèves tempête, mais tu vois, je décrochais pas non plus, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Jusqu'en quatrième, on va dire, j'ai pas décroché pas quatrième, voilà, comme je dis, là, ma vie de camélon a commencé, et là, j'ai commencé à décrocher, et puis avoir d'autres orientations de vie, tu vois. Ok. Ben vas-y, on attaque cette partie-là. Donc t'es à 14 ans, c'est ça? Voilà, 14 ans. 14 piges. Alors, si tu veux, bon, on va remonter un peu, pour t'expliquer un peu comment a démarré ma vie de caméléon. Moi, si tu veux, je suis né, bon, voilà, euh, je suis pas né comment dire, j'ai pas été désiré par mon père, par exemple, tu Ok. vois. Si tu veux, dans les années 80, les femmes, il y a eu beaucoup de femmes tu vois, il y a même une musique qui était sortie là-dessus, elle a fait un enfant toute seule. C'est-à-dire que les femmes, au bout d'un certain âge, surtout dans les années 70-80, elles arrivaient où, voilà, elles n'avaient pas réussi à construire quelque chose, mais elles avaient envie d'un enfant. Donc elles se disaient, le premier qui vient et avec qui je me sens bien et je pense qu'il y a quelque chose à construire, Ouais. je me fais mettre un Ouais, c'est bloc, l'envie entre guillemets. de maternité qui te rattrape un Voilà, peu donc sur du le coup, tard. c'est ce que ma mère, elle a fait. Elle a cru être avec la bonne personne, donc mon père. Donc voilà, elle tombe enceinte. Elle annonce à mon père. Mon père, oh, c'est cool, génial et tout, machin. Il discute un peu de ça. Et puis après, il dit, bon, ben, j'y vais, à demain. Et puis, jamais revenu. Il peut être demain. Voilà. Ouais. Tu vois, il a pas assumé. Mais, Donc t'as grandi qu'avec ta mère. Ouais, j'ai grandi avec ma mère et mon beau-père. Voilà. Ok. De là, tu vois, j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère au début. Ma mère après, bon, elle a eu un homme dans sa vie qui a été très gentil avec moi jusqu'à l'âge de mes 5 ans, que j'ai encore des très bons souvenirs. Ils se sont séparés parce que bon, voilà, il a escroqué un peu d'argent à ma mère, tu vois. Parce que bon, moi, si tu veux, mon grand-père, c'était un homme d'affaires. Si tu veux, moi, je fais partie de la première vague d'immigration. Je suis petit-fils d'immigrés. Moi, c'est mes grands-parents qui sont venus en France pour travailler, tu vois. Et Vous veniez d'où? moi, je suis petit-fils d'immigrés d'Italie, Ok. tu vois. Voilà, donc ma mère, elle est de la Toscane et mon père, ses origines que j'ai su après, Sardaigne et Corse. Ok. Voilà. Donc j'ai vraiment que des origines italiennes et corse méditerranéennes, tu vois. Ok. Et si tu veux, donc cette première vague d'immigration, mon grand-père qui vit en France, et si tu veux, il a construit un empire en France. Il a réussi dans le bâtiment, tu vois, il a vraiment fait réussite. Et quand il est parti, voilà, il a légué un bel héritage à toute ma famille, dont ma mère. Et bon, ma mère, elle n'a pas su trop gérer, elle s'est fait escroquer par un premier homme, tu vois. Donc le monsieur que je te parle, qui a été très gentil avec moi. Mais bon, là, ça n'a pas duré. Et après, j'ai eu l'entrée de mon beau-père. Voilà, il est resté 20 ans, plus de 20 ans dans ma vie, tu vois. Ouais, c'est ça, plus de 20 ans. Il est parti en 2011. Et bah, c'était un homme qui m'aimait comme son fils, mais c'était un homme qui était atteint d'alcoolisme profond, très profond. Et il était violent. Ça veut dire que ça arrivait le soir, quand il avait ses 30 canettes du jour, parce qu'il buvait à peu près 30 canettes de crocs par jour. Puis une bouteille de vin le soir, tu vois. Et avant, c'était le pastis, c'était l'alcool fort. Et quand il commençait avec l'âge à plus gérer l'alcool fort, il est passé au vin. Mais il était alcoolique profond. Et violent dans le sens où le soir, c'était là où il avait l'alcool le plus mauvais. Tu pouvais dialoguer avec lui jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, tu pouvais dialoguer avec lui, c'était une super belle personne. Après, à partir de 17h, il commençait à être rongé, tu vois, par l'alcool et par ses démons. Et du coup, bah, il était mauvais. Il avait l'alcool mauvais. Donc, dès qu'il y avait un petit truc qui lui plaisait pas, il me tapait sur la gueule, tu vois. Et j'ai mangé des coups, jusqu'à quand j'ai réussi à me défendre. Et voilà, quand j'ai grandi, j'ai réussi à me défendre de ça, tu vois. Et après, il s'est calmé. Mais voilà, toute mon enfance, il s'est même cassé la main sur ma tête, tu vois. Voilà, tu vois. Ouais, mais pour des conneries, tu trop, vois. quoi. Pour des. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est sûr que j'ai été dur. Hein. Il a fait le mauvais choix, oui. tu vois. Et il a payé parce qu'il a eu une incapacité de travail, il a galéré, tu vois. Donc ça s'appelle le karma, tu vois. Ouais. Il a été mauvais, il a payé par la suite, tu vois. Mais quand tu parles de ça, j'ai pas l'impression que tu lui en veux vraiment. Non, genre, pas du tout. Pas du Pas tout. du tout, parce qu'il m'a appris. Il m'a forgé. Et puis surtout, il m'a aimé comme son fils. Donc tu peux pas, tu vois, lui dire. Et puis voilà, avec ma mère, ils ont eu un petit, tu vois, que c'est mon petit frère. Ouais. Tu vois,
mon petit frère, c'est mon sang. Tu Ouais. vois, il n'y a pas de demi-frère. Tu vois, on a grandi ensemble, on s'est fait ensemble. Voilà, pourtant, on a 9 ans et demi d'écart, tu vois. Mais c'était le petit qui restait toujours avec les grands, qui venait toujours nous casser les couilles, tu vois. Puis en plus, quand c'est ton petit frère, tu dis, allez, vas-y, casse-toi, tu vois. Tu relâches squatter avec nous et tout. Donc, non, tu vois, je peux pas lui en vouloir. Mais c'est vrai il m'a mené la vie dure. J'ai vécu dans ce contexte, cet environnement-là familial assez Anxiogène. anxiogène, toxique. Ouais. Mais en même temps, tu vois que autant ma mère que mon beau-père, tu vois, ils m'aiment. Tu vois, mais ils ont pas su se gérer eux-mêmes certains points. Donc, quand tu sais pas te gérer toi-même, c'est compliqué de gérer l'éducation de tes enfants. Même si ils m'ont quand même donné une éducation, ils avaient quand même certains principes. Mais chez moi, c'est l'anarchie, c'était Bagdad. Ouais. Donc, on va en revenir à ma vie de caméléon. C'est Ouais, ce que du tu coup, m'as dit. voilà, tu Donc, décides de partir, je suppose. si tu veux, jusqu'à l'âge de 14 ans, je subis. Tu vois, je subis un peu, bah voilà, tu vois, les humeurs de mon beau-père. Tu vois, mon beau-père, il gueulait le soir. Ma mère, elle lui remettait le couvert le matin, tu vois, parce que le soir, elle n'arrivait pas à communiquer avec lui. Donc, j'étais dans un environnement de cris. Donc, très vite, scapavia, je partais de la maison. J'allais m'évader dehors avec mes potes, tout ça. Et comme je t'ai dit, ma mère, bon voilà, tu vois, elle a fait des erreurs, notamment financières. C'est-à-dire qu'on a été très vite à Payolle. Très vite. Donc, du coup, bah voilà, t'as 14, 15 ans, t'as besoin de sous, t'as besoin de t'habiller. Tu veux essayer d'être hype un peu comme les autres. T'as pas envie d'avoir une paire d'Atemi, tu vois. Big dédicace à ceux qui sont des années 80, 90. Les Atemi, les Fly, ça vous connaissez. Hein, c'est les chaussures de la Hesse. Et j'en avais marre tu vois, j'avais pas envie. Déjà, j'avais l'handicap à porter, tu vois. Déjà, T'avais tu vois, envie d'être frais. j'avais envie d'être Ouais. frais, tu vois. Voilà, tu vois. Donc, très vite, bah voilà, tu vois, j'ai squatté dans la rue et je me suis mis à faire de l'argent. Et moi, notamment, bah, tu vois, bah, j'allais pas braquer, je suis cramé, tu vois. Je veux dire, je rentre tu vois, je veux dire, c'est pas On bien te ce que je te dis. reconnaît. Mais si on me reconnaît. Ouais. Donc, je suis tombé dans le hashish très vite, voilà. Ok. J'ai commencé à fumer tôt, voilà, tu vois. Et pour ça, là, on va commencer de rentrer dans ma vie de caméléon. J'ai commencé à fumer tôt le hashish. Et du coup, bah, ça coûte cher. J'avais pas les moyens de m'en acheter, donc j'ai commencé à en vendre et ça a duré un certain moment. Donc j'ai commencé vraiment dans une vie de délinquance. Tu vois, et là, bah, ça a été un peu l'anarchie. 14 ans, donc tu vois, j'étais en fin de cinquième, c'est là que j'ai commencé à fumer. Quatrième, j'ai commencé à en vendre. Et là, tu vois, j'ai commencé à décrocher l'école. Et tu dors où à ce moment-là? Je dois rentrer chez moi et la cave qui était en bas de chez moi. Et je dormais aussi chez deux potes. C'est-à-dire que j'irais un peu, tu vois, à droite à chaise gauche. musicale. J'ai essayé de pas être toujours chez le même pote. Parce que je suis quelqu'un, j'aime pas être dans l'intimité des gens. Donc déjà quand j'étais chez mes potes, tu vois, je faisais un peu le ménage, je faisais la vaisselle, je cuisinais un peu, tu vois. Je faisais déjà à mon jeune âge, tu vois, je faisais déjà des choses pour, voilà, faire comprendre que c'est cool ce qu'il fait mon pote, Ouais. tu vois. Il me rend service et tout. Donc du coup, tu vois, c'est pas le mec qui vient, il squatte et puis voilà, tu vois. Non, non, j'étais dans la démarche aussi de l'alléger, tu vois, dans son quotidien de vie, tu vois. Donc voilà, j'ai un peu erré, je dormais dans la cave en bas de chez moi, une cave qui était à l'époque remplie d'amiante. L'amiante, tu vois, c'est quelque chose de cancérigène. Et ouais, j'ai dormi des nuits là, comme ça. Donc ouais, je préférais avoir ce mode de vie là, de vagabond à l'époque. Ouais. Rester chez moi, être dans les cris, dans toujours les reproches entre ma mère, mon beau-père qui se tirent toujours la gueule, qui veulent toujours avoir l'un ou l'autre raison. Ils n'arrivaient pas à trouver cet équilibre, tu vois. Maintenant, là, je te le dis, j'ai 40 ans, tu vois, il y a un équilibre dans tout, il y a un équilibre. Que ce soit dans ta Et t'es vie bien placé professionnelle. pour parler voilà, d'équilibre. exactement, enfin, je pense. Et tu vois, ils n'avaient pas cet équilibre-là. Donc, du coup, bah, c'était toujours l'anarchie et ils n'ont jamais réussi à s'entendre, en fait. Ils Ouais. s'aimaient, mais ils ne s'entendaient pas. Ouais, et puis c'est compliqué parce que t'as pas des bases qui sont solides du tout. Donc toi, tu te construis sur une base qui est hyper fragile. C'est une base, c'est comme si, tu vois, tu mets un pilier dans l'eau, tu vois. Ouais, Ça veut voilà. dire, Ouais. tu vois, il est très, très instable. Et dis-toi que déjà, à l'âge de 14, 15 ans, je prenais mon beau-père et ma mère à table et je leur disais, s'il vous plaît, il faudrait qu'on arrête d'avoir une vie comme ça. C'est où vous vous entendez bien, ou vous séparez-vous, mais voilà, on peut pas avoir une vie de famille comme ça. Tu vois, déjà, j'étais dans cette démarche, jeune adolescent, à essayer voilà, de qu'on soit plus en harmonie, tu vois. Ouais, dans un sens de réconcilier, quoi. Voilà, tu vois. totalement. Ouais. Après, bon, à cette époque-là, j'avais quand même mon oncle, ma tante, tu vois, qui ont été très présents aussi dans ma vie, ma grand-mère aussi, bon, qui est partie quand j'étais jeune, mais qui a été là et qui m'ont vraiment donné de l'amour, de la force, et ça a un peu équilibré, tu vois, cette anarchie que j'ai eue à la maison. Ouais. Donc, on va en parler, mais tu as une relation qui est. Enfin, tu as une grande proximité avec l'art de rue, de manière générale. Ouais, totalement. Là, à ce moment-là, enfin, le moment dont on est en train de parler, tu es plus dans la rue que dans l'art. Totalement. À quel Totalement. moment tu commences un peu justement à reprendre un peu le cours de ta vie, quoi, à changer de centre d'intérêt et,
Ben, en fait, tu vois, j'étais dans cet aspect où, bon, bah, voilà, ben, tu vois, c'était un peu faire de l'argent pour pouvoir vivre son adolescence. Ouais. Mais j'ai toujours eu cette culture du sport aussi. Tu vois. Donc tu faisais du sport. Hein? Tu faisais du sport là. À l'époque, alors j'ai toujours plus ou moins fait du sport et en plus toujours dans le milieu entre guillemets valide, tu vois. Donc j'ai commencé en faisant du foot. Mon premier sport, c'était du Énorme. foot. Tu vois. Et je jouais Énorme. au foot, je jouais au foot, je T'étais jouais au quel foot. poste? J'aimais bien jouer en attaque, j'aimais bien jouer en défense spécifique. En fait, tu veux, moi en club, là où j'ai pas pu rentrer en club, c'est que j'avais un jeu de jambes et une course tu sais, j'étais trop lent, tu Ouais. vois, mais j'avais un bon jeu de jambes. Ouais. Tu vois, si tu veux, moi dans le sport, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises. Ou alors, j'ai toujours ce petit truc qui manquait pour que je puisse faire de la compétition. Et c'est vrai que le street workout, ça a été quelque chose où Oui. j'ai réussi à m'épanouir. Mais pour en revenir à ça, j'ai toujours eu une activité sportive. Et à cette époque-là, où dans les 14-15 ans, je kiffais le breakdance, tu vois. Donc ça m'arrivait d'aller breaker aussi, tu vois, de faire un peu de break. À l'époque, voilà, on avait des breakers qui se calaient voilà, dans les coins de la ville de chez nous, tu vois. Ils mettaient un bout de lino, bah, voilà, des fois on allait les rejoindre, on allait faire un petit truc Ouais. avec eux. J'ai toujours quand même, j'ai jamais perdu le lien avec le sport, Ouais. tu vois. Même si j'ai eu différentes activités et pas forcément des bonnes, mais j'ai toujours eu voilà, la culture du sport, la culture du bien-être, tu vois. J'étais pas voilà, et avoir une vie entre guillemets dégueulasse, tu vois, même si Ouais, voilà, je ouais. dormais dehors, même si, tu vois, à cette époque-là, ben, je buvais aussi, tu vois, j'avais une vie, voilà, tu te lèves à 3 heures 4 heures et tu te couches tard le soir, tu te couches la nuit, tu vois, j'ai vraiment eu ce mode de vie-là, tu vois. Et quand tu commences à gagner ta vie, tu le fais comment? Alors, tu vois, si tu veux, c'était l'anarchie chez moi, mais il y avait quand même des choses tu vois, avec des choses que je partageais avec ma famille, tu vois, avec ma mère, mon beau-père. Mon père, c'était le bâtiment. Il m'a inculqué, tu vois, les métiers du bâtiment. Lui, il était plaquiste et il était jointeur. Jointeur, tu sais, tu poses les bandes d'isolation, en fait, Mm, t'as vu. mm. Tu vois, c'est, voilà, tu poses les bandes d'isolation, tout simplement, tu vois. Et c'était un des meilleurs jointeurs, tu vois, de la région PACA, tu vois. Il était vraiment demandé, tout ça et tout. Et voilà, il me prenait pour nettoyer le chantier au début, tu vois, pour ramasser le cuivre, tu vois, pour faire de l'argent de poche, si tu vois, l'argent de poche, tu vois. Et voilà, il me faisait ramasser du cuivre et après on allait le vendre à la ferraille, tu vois, on faisait un peu d'argent comme ça, d'argent de poche. Il me faisait faire quelques chantiers quand il pouvait. Donc voilà, il m'a donné ce goût pour le bâtiment. Et j'ai commencé en étant peintre en bâtiment. Ok, Voilà. trop bien. Tu vois, j'ai toujours eu cette notion de me dire je vais faire quelque chose de ma vie. Ouais, Là pour l'instant, bah voilà, tu vois, je faisais un peu des choses qui tu étaient bricoles. c'était borderline, mais j'avais toujours cette optique-là, j'ai toujours été ambitieux. Et j'ai toujours voulu réussir ce que je voulais entreprendre. Tu savais, je pense que, enfin, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que même si le début, il n'était pas fameux sur le papier, tu savais que tu allais faire des choses qui allaient être bien derrière. J'ai très vite su ce que je vaux, qui je suis et ce Ouais, que je vaux. Et ce que je peux faire au sein de cette vie, tu vois. ouais, Et voilà, pour être épanoui et ne serait-ce que, tu vois, d'avoir le bien-être de ta vie de tous les jours, tu vois, ouais, d'être aligné à ce que tu veux faire, ouais. tu vois. À 15-16 ans, t'as pas ces mots-là, Non, mais t'as l'entrain, ouais. voilà. Donc tu bosses sur les chantiers après, Je bosse sur sérieusement? les chantiers, tout ça. En même temps, bah, toujours un peu à traîner le soir, tout ça et tout. D'ailleurs, tu vois, bah, j'ai tapé des nuits blanches et le lendemain, j'avais tapé le chantier, tu vois. Ouais, ouais, Ça, c'est vraiment des moments de ma vie qui sont peut-être pas les meilleurs, mais j'en garde des bons souvenirs, tu vois, parce que je me tapais une nuit blanche je faisais la fiesta, tout ça. ouais, Et tac, le lendemain, j'allais travailler. J'avais des fois, bah, je dormais pas, tu vois, ou alors ouais. 1 heure vite fait. T'as la gueule de bois le lendemain, tu vois, tu dors 1 heure, ça sert à rien, tu vois. C'est chiant. T'es à peine C'est rentré dans ton chiant. sommeil. Ouais, Donc, et puis, puis j'allais travailler, tu vois. Et vraiment, ce qui m'a sorti, on va dire, de cette mauvaise routine, travail, traîner le soir, faire un ouais. peu d'argent, tout ça et tout, ça a été une femme qui est entrée dans ma vie. Voilà. Ok. Avec qui je suis resté pas mal d'années. Je suis resté 14 ans avec cette femme-là. Bon, on est séparés Ok. depuis quelques années, mais on s'est beaucoup apporté. Énormément. Ok. Elle Et là- faisait quoi dans la vie? Alors elle, je veux dire, déjà comment je l'ai rencontrée? Je l'ai rencontrée au bord d'un rond-point. J'étais en train j'étais avec mon scooter, je zonnais. Ah oui, parce que bon, voilà, une petite anecdote aussi. Je suis petit, je suis 1,50 m, tu Ouais. vois, mais je conduisais les gros cubes sans toucher le pied par terre. vois. Et justement, avec le pied et l'embrayage, tu fais comment? Eh ben, non, ça, l'embrayage de frein, je touche, hein, Mais non, sans mais je veux bécane. dire, tu dis que t'as du mal à bouger Eh ben, le pied. en fait, je levais avec la jambe, tu vois. Ok. Vu que mon pied est statique, Ouais, ouais, je ok, faisais comme ça, ok. et tu vois, Ouais, j'appuie en fait avec la jambe, contrairement à quelqu'un qui va, tu vois, Ouais. juste jouer avec le pied. Tu vois, moi, je joue avec Ouais. la posture de la jambe, tu vois. Ok.
Et voilà, je conduisais des choses où je touchais pas les pieds par terre. Même un booster, je touchais pas les pieds par terre. C'est-à-dire que je descendais de la selle et je posais les pieds par terre. Tu vois, j'ai Ouais, une façon à technique. moi, tu vois, j'ai Ouais. une technique à moi, tu vois. Et si tu veux, j'étais en train de rouler en scooter, j'attendais un copain à moi qui tardait. Et puis je vois cette jolie demoiselle qui était au bord d'un rond-point, qui attendait je ne sais qui à la base. Et du coup, je lui demandais du feu. Elle fumait pas. Je dis, bon, bah ok, pas de souci. Je refais un tour de rond-point, j'attends un peu, et puis je reviens la voir. J'ai un moyen qu'on discute un peu ensemble. J'ai un peu du temps à cramer. J'attends mon pote, il met du temps. Elle est restée un peu comme moi, si tu veux. Et puis voilà, on est resté 14 ans ensemble. Et tu as encore des contacts avec ou pas du tout? Oui, on a contact, on est resté amis et surtout fraternels. Ouais. 14 ans de vie commune, Ouais. tu vois, Mais tu t'es c'est un lien construit à vie. avec. C'est un lien à vie. Ça veut dire que, tu vois, moi, mon bonheur par rapport à elle, c'est qu'elle soit heureuse. Qu'on soit ensemble ou pas. Mais ça, Tu vois ce que je veux dire. c'est ça qui est fou chez toi, c'est que, tu vois, il y en a plein qui penseraient à ces époques avec un peu le seum, tu vois, en disant Mhm. c'était trop bien, mais c'est fini. Mhm. Et toi, quelles que soient les périodes de ta vie, tu retiens que le bon. Ouais, à la fin, je retiens que le bon. Si tu veux, attention, une séparation après de longues années, tu C'est vois, dur. ça fait partie des plus grosses épreuves de ma vie. Mais oui. Vraiment. Mais voilà, tu vois, veut dire, quand tu as été avec une personne autant d'années et que tu t'es tellement importé l'un envers l'autre, tu peux pas, même si, admettons, j'aurais fait une crasse, elle m'a fait une crasse, tu vois, la blâmer et enlever tous ces bons moments et en disant, ouais, t'as vu comment elle est, machin truc, et la dénigrer, quoi que ce soit. Non, carrément Ouais, pas. ok. Au contraire, elle m'a apporté, elle m'a fait grandir. Ouais, Je l'ai fait grandir, elle m'a fait grandir. ouais. Donc ça, on a fait un travail mutuel, sauf que voilà, on est arrivé à une période de nos vies, on était plus sur la même longueur d'onde sur certains points, mais même quand on s'est séparés, on s'entendait toujours bien. Tu vois, je veux dire, on s'est séparés c'était fluide. C'était Ok, fluide. Voilà. ouais, ok. Ça a été dur, c'est sûr, ça a été dur, mais ça a été fluide. Donc à ce moment-là, tu rentres dans la vie active, la vie un peu droite, un peu plus droite. Alors, ouais, quand je la rencontre, ouais, automatiquement, j'ai envie de construire avec elle. Ouais, Tu vois, je ressens direct des choses très fortes. Avant, les femmes, c'est vrai que c'était pas, j'avais pas l'optique tu vois, de me poser. C'était vraiment pour des moments charnels, je vais être franc. Hmm. Tu vois, voilà, j'étais bien comme ça, célibataire. Voilà, quand j'avais envie de passer un moment avec une femme, je le passais, mais voilà, je voulais pas plus. Elle, j'ai vraiment senti le fait de vouloir me poser, de vouloir Hmm. être engagé, construire et Hmm. porter les responsabilités d'un homme, tu vois. Voilà, au sein d'un foyer. Ok. Donc là, tu fais du BTP. Alors là, je suis toujours dans le bâtiment. Je la rencontre. On se met direct en ménage très vite, Ouais. grâce à ses parents qui nous avaient filé un petit mobil-home. Ok. Donc on était dans le mobil-home, tout ça. Puis après, petit à petit, on s'est fait. Après, j'ai eu une petite somme d'argent qui m'a permis, en fait, direct, j'ai investi dans un mobil-home. En fait, parce qu'on vivait tous en mobil-home. Donc du coup, j'ai acheté mon mobil-home après. Et puis, on est resté ouais, 4-5 ans dans le même mobil-home. On vivait un peu en tribu. Tu vois, il y Ok. avait ses parents, il y avait ses sœurs, il y avait nous. Ouais. Et voilà, on était vraiment une petite tribu et on était tous à côté, tu vois. Ok. Et là, à partir de là, bah ouais, tu vois, c'est plus le travail, tu vois. Et le fait ouais, d'être sérieux. Et puis surtout, tu vois, quand tu es dans des activités illicites, entre guillemets, enfin, des activités, une activité, tu vois. Ouais. T'as pas envie qu'elle porte, tu vois, si demain il y a une histoire, si demain tu te fais péter ou quoi, Que ce soit associé. voilà. Ouais. Donc j'ai dit, bon, voilà, là, on passe à autre chose. Et pour petit à petit arriver vers ce que tu fais aujourd'hui, Mhm. comment t'arrives au street workout? Alors, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu ce lien avec le sport. Ouais. À l'époque, quand je rencontre mon ex-femme, tout ça, je suis toujours un peu dans le break, j'aime bien le break, je fais toujours un peu des acrobaties, tout ça. Après, je me mets à la boxe anglaise, pendant pas mal d'années. Voilà, c'est quelque chose que j'ai kiffé. C'est vraiment un sport où tu sais, vraiment, tu te surpasses de ouf, niveau cardio, tout ça et tout. Je pense que c'est le seul sport qui m'a fait dégueuler, hein. C'est-à-dire, quand tu fais des rondeurs 3 minutes en C'est cardio, terrible. C'est terrible. dur, C'est terrible. dur, dur. Mais vraiment, super sensation. À côté, je fais de la musculation. Alors, j'aime ce que je fais, tu vois. Mais il y a quand même cette routine, tu vois, cette routine, toujours plus ou moins la même chose, tu vois, qui me fane un peu. Moi, je suis quelqu'un, j'aime vivre, j'aime découvrir, j'aime expérimenter. Donc, j'ai besoin automatiquement tu vois, d'avoir du renouveau. Et puis, un jour, sur Internet, je tombe là-dessus. Je tombe sur le street workout. C'est presque le mélange de muscu, de break, de tout ce que pour toi, c'est Tu le vois, ce que je Graal. viens de dire, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ouais. Je me dis, putain, là, j'ai l'impression d'avoir toutes les compétences de tous les sports que j'ai fait pour pouvoir exceller dans ce sport-là. Je vais essayer. En fait, je vois ça, je kiffe. Je Ouais. tombe sur les compétitions street workout. Moi, j'ai commencé en 2014. Je tombe sur les compétitions actuelles.
Et je vois les mecs ce qu'ils font et tout. Et je suis animé de fou, tu vois. Donc, du coup, je commence. Puis, je commence à aller chercher les parcs et tout, là où je peux m'entraîner. Je commence à aller un peu dans mon secteur. Puis là, je commence. Et puis, je vois que, tu vois, Mais j'ai. en plus, à l'époque, en France, il y avait vraiment peu de monde. Parce que moi, Ah, tu me dis, c'était. Ouais, c'était les débuts. 2014, je m'en rappelle, je voyais le truc arriver, parce qu'on était au collège, et pareil, tu vois, au collège, tu commences un peu à parler de muscu, Mhm. mais c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé que ce que c'était à l'époque. À l'époque, ça venait juste de débarquer en France. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait des athlètes précurseurs, notamment comme les Bar Tigers. Ouais, Bar Tigers, c'est avec Nabilson, enfin voilà, Sébastien Valère, enfin tous ces gens-là, ils vont se reconnaître. Voilà, ils font partie des précurseurs de la discipline. ouais. Il y a aussi, alors elle, c'était la plus grosse team de street workout au monde de 2010, parce que comme le street workout, il a commencé à rentrer en France en 2010-2011, Ouais. tu vois. Donc 2010-2011 jusqu'à 2018. Ouais, pendant 8 ans, cette team-là, c'était vraiment la team, la plus grosse team Ouais. du monde. Elle s'appelait Baudiar Athlète de rue, en fait. C'était une team lyonnaise. Body raclette. Baudiar Baudiard, ok. Athlète de rue. Ok. C'était une team lyonnaise tenue par une femme qui s'appelle Agnès Maemblé, Ouais. tu vois. Et tous les dimanches, ils s'entraînent sur les berges du Rhône, tu vois. Et encore aujourd'hui, en 2024, tous les dimanches, il y a un entraînement collectif sur les berges du Rhône. Voilà. Et moi, cette team-là, en fait, je la vois très vite sur les réseaux, je la vois très vite sur Internet. Et j'aime l'image qui renvoie, l'image qui véhicule les athlètes, voilà, le flow qu'il y a, des athlètes charismatiques, tu vois, comme Rémi Cresto, comme Armand Mpassi, Cédric Douche, tu vois. C'est des athlètes qui se reconnaîtront et qui sont précurseurs à l'époque vraiment de la discipline en France. Donc moi, ce que je fais, spontané, je contacte la team et je me présente et je dis voilà, tac, tac, je fais ci, ça. J'ai découvert la discipline il n'y a pas si longtemps que ça. J'adore cette discipline, j'adore ce que vous faites. J'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Ouais. Et du coup, directement, Agnès Maemblé, donc la présidente de la team, mais aussi de l'association, m'ouvre les portes directement. Et on reste 2 heures au téléphone. Et puis voilà, elle me dit, il n'y a pas de souci, tu peux nous représenter. Et puis c'est parti de là. Et après, quelques semaines après, je monte à Lyon, à leur rencontre. Et le jour où je monte à Lyon, c'est donc un entraînement du dimanche. Et c'est un jour où il y a Red Zone de France O qui viennent tourner. Je me rappelle de cette émission. Voilà. Superbe émission, Ouais, il ouais. mettait vraiment les cultures Ouais, urbaines, tout ça en ouais. avant. Et en fait, la première fois que je rencontre la team, sachant qu'avant c'était une team qui s'entraînait, on était 50, 60 sur les berges du Rhône, c'était énorme. J'ai des photos de groupe, c'est incroyable. En meute. Une meute. Et voilà, je commence vraiment à rentrer dans le milieu là, tu vois. Donc je rentre, je découvre la team, je fais une émission, tu vois, un reportage, je me dis, ouais, c'est incroyable, tu vois, direct ce qu'on m'offre dans mes débuts, tu vois. Et après, avec ces teams-là, je l'ai représenté pendant 5 ans. J'ai gagné 8 titres internationaux avec la team et je me suis produit dans toute la France avec elle. Et vraiment, j'ai passé des moments inoubliables qui sont gravés à vie, tu vois. Là, à ce moment-là, t'as une discipline des ténèbres, non? Quand tu t'entraînes. Ah bah là, tu vois, à l'époque, alors, à C'est cette là, justement, époque-là, excuse-moi, mais c'est le passage, justement, au stade haut niveau, quoi. Tu passes d'amateur, sportif d'amateur amateur directement tu vois, Ouais, dans ouais. une team où il y a des athlètes qui font des compétitions internationales, des championnats du monde, tout ça. Donc directement, je change des dimensions, tu vois. Sachant qu'à cette époque-là, là, je vais juste remonter un peu jusqu'à 2010. Donc, comme je t'ai dit, j'étais dans le bâtiment. Après, je me recycle. Je me dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis un peu de tatouage. À l'époque, mon ex-beau-frère, donc le copain de la sœur à mon ex-femme, tient un shop sur Istres. Et du coup, j'ai envie de me mettre un peu dans le tatouage, tu vois. Donc j'expérimente, j'achète le matériel, je bosse un peu dans son shop, il m'apprend tout ça et tout. Mais à l'époque, tatouage assez fermé, peu d'aide au niveau, enfin d'aide, tu galères pour avoir un crédit, pour un fonds de commerce et tout. Je vois que tu vois, les portes, ça se ferme un peu. Je me dis, bon, je le garde en passion, ça. C'est toujours une passion de tatouage. Mais je dis, vas-y, je pique par passion. T'es tatoué? Ouais, Toi-même j'ai fait pas mal de tatouages Ouais. sur moi où je me suis piqué, tu vois. Et puis j'ai aussi le père de mon ex-femme qui, quand j'ai commencé le tatouage, il m'a dit, Je ton cahier. voilà, y a pas de souci, fais-toi plaisir. Je suis là pour ça. Il adore les tatouages. C'était un ancien barlou des années 70, tu vois. Énorme. Donc du coup, il m'a offert son corps. Il m'a dit, tiens, tu prends ma peau et tu t'exerces. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir voilà, le père de mon ex-femme qui m'a donné son corps pour pouvoir expérimenter le tatouage. Mais voilà, je décide d'en garder une passion. Et du coup, je décide je me suis dit, pourquoi pas aller travailler dans la fonction publique, tu vois. Pourquoi? Parce que
À l'époque, mon ancien kiné, je vais te remonter un peu, quand je t'ai parlé d'intégration dans l'école publique, ma mère, elle s'est battue avec un kiné, mon ancien kiné, qui est devenu maire de la ville dans laquelle j'habitais avant, Roquebrune-sur-Argence. Et je me dis, bah, je vais aller taper à sa porte, il me connaît, et puis voir s'il n'avait pas un taf à me proposer, tu vois. Et puis je tapais à sa porte, il m'a donné un rendez-vous, il m'a dit, voilà, je lui ai donné mon CV, mes compétences, et il m'a dit, bah, pas de souci, la semaine prochaine, tu viens, tu bosses au technique. Donc j'avoue, piston, hein, j'ai pas galéré, j'ai donné mon CV, il m'a dit, ok, on se connaît, vas-y, je te mets au technique. J'ai bossé pendant 3 ans, là, tu vois, et là, on en revient au street, à mes débuts. Donc, je fais du street workout, j'expérimente, je découvre totalement cette discipline. Et voilà, je rencontre des gens, je vais sur Lyon, tout ça et tout. Mais à côté, j'ai mon travail. Donc, à côté, je fais encore mes 35 heures semaine, tu vois. Ouais. Je rentre du boulot le soir. La première chose que je fais, je m'échauffe, je lance des planches. Enfin, je me mets directement dans la discipline. J'ai pas de transition. Travail, sport. Ouais. Travail, sport. Je suis à un moment où je me lève, je pense street workout, je mange street workout, je dors street workout. J'ai que le street workout. Et quand tu es dans cette période-là, tu le fais vraiment par pure passion parce que tu es animé par le truc et tu peux pas faire autrement que pratiquer, ou tu as des ambitions dans ce milieu-là? Tu te dis j'ai envie de devenir quelqu'un dans ce Alors, milieu, tu vois. au début, mais par pure passion. Ouais. En fait, pure passion dans le sens où je me dis, waouh, toutes les compétences que j'ai eues dans les sports différents que j'ai pratiqués toute mon enfance, mon adolescence et en tant qu'adulte, je peux les transposer dans cette discipline-là et je peux être voilà, un athlète monstrueux. Ouais, je pense que c'est ça, c'est aussi le truc dans toutes les disciplines. Tu parlais du foot, la boxe aussi, forcément, il faut avoir des putains d'appui pour. Totalement. Et je pense que tu as eu. Je pense que tu te sens. En gros, tu te dis, putain, j'aurais été capable d'être vraiment bon dans cette discipline, dans celle-ci aussi. Et à un moment donné, tu as toujours été un peu bloqué à un certain C'est moment. ça. Et là, tu vois que le truc, il est débridé, que tu peux aller hyper loin. Totalement. Par exemple, pour la boxe, là où j'étais embêté, c'est que pour la compétition, c'est que j'étais un bon puncher, Ouais. mais j'avais un jeu de jambes trop court dû à ma taille. Donc du coup, quand j'étais avec un boxeur de mon âge et bon, qui était bien plus lourd que moi, tu vois, bien plus grand que moi, entre guillemets, tu vois, lui, quand il fait un pas sur le déplacement, j'en fais un et demi. Ouais. Donc tu vois, l'endurance, ça me demande beaucoup Ouais. plus d'endurance. Donc tu vois, je fatiguais plus vite, j'étais obligé d'être beaucoup plus sur la défensive et réfléchir quand j'étais dans l'offensive pour pouvoir placer mes coups, tout ça. Donc ça a été littéralement un frein pour la Ouais. compétition. Donc du coup, bah, après quand j'ai découvert Street Workout, pure passion, et puis après très vite, je me suis dit qu'avec toutes les compétences, que ce soit l'endurance de la boxe, j'ai fait de la musculation, donc la force de la musculation, la créativité et le flow du breakdance. En plus de la muscu, là, il y a une grosse différence. C'est Ah que, ouais, non, totalement. je veux pas insulter l'ego muscu, mais là, pour le coup, le street workout, c'est vraiment un art. C'est C'est différent. une danse. C'est différent. Il y a quelque chose, quoi. Quand Ouais. tu te représentes, tu fais un spectacle. Tu fais pas C'est une ça. démo, tu fais un spectacle. Après, je suis parti des athlètes aussi qui le véhiculent comme ça. Ouais. T'en as qui viennent, ils mettent leurs écouteurs, ils s'entraînent. Et Ouais. tu vois, il n'y a pas du tout l'aspect artistique, il y a plus l'aspect performance. Tu vois. Mais moi, je me dis, avec tout ça, je commence à rentrer dans ce milieu-là. Je vois un peu le game, comment il se passe, et je vois ce que je peux apporter. Et là, je pars de là, tu vois. Et je commence à faire des compétitions. Les 2 premières que je fais, je les gagne pas, mais je me fais remarquer de fou. C'est-à-dire que les gens, ils ont bloqué sur mes performances. Ouais. Et après, bah voilà, j'ai pris à chaque compétition que j'allais, je prenais le titre. Ouais. Voilà, mais encore une fois, quand je rentre dans ce milieu-là, que je commence à découvrir le monde de la compétition, je vois toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent et qui me donnent de l'amour. Et je vois aussi, je commence à avoir des haters sur le dos. Sérieux? Grave. Ils disent quoi? Parce que je suis en situation de handicap, et je suis petite taille et pour eux, j'ai une facilité dans ma discipline. Donc, dès que je commence à gagner des compétitions, je commence à me faire lyncher sur les réseaux, tu vois, par des haters. Ouais, c'est facile, il y a des petites jambes, et ici et là, tu vois. Sauf qu'ils ne connaissent pas tout le travail derrière, tu vois. Et je commence à me manger ça, tu vois. Du coup, je fais, tu vois, à l'époque, avec Agnès de Body Athlète de Rue, j'étais chez Body Athlète de Rue, on dit, bon, bah, on va faire une vidéo où je vais me présenter. J'ai présenté ma pathologie et voilà, Ouais, parce que ça se résume pas à avoir les jambes plus légères, quoi. voilà, totalement. Voilà, derrière, il y a un gros travail et voilà, il y a un parcours de vie et il y a surtout des difficultés que quelqu'un de valide ne m'a pas rencontré, que moi je vais rencontrer. Mais moi, je ne les mets pas sur le plateau, tu vois. Pour moi, le street workout, c'est quelque chose qui est artistique et hors catégorie. Il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas, tu vois. C'est comme le breakdance pour moi, c'est libre artiste, tu vois. Et surtout que, tu vois, tous ces mecs-là qui étaient des haters à l'époque, aujourd'hui, c'est des athlètes de haut niveau, qui ont de réputation mondiale. Vu que maintenant, ils ont un niveau similaire au mien, même voire au-dessus, alors on les entend plus brailler. Mais à l'époque,
c'était souvent des gens qui venaient de débuter ou ça faisait 1 an, 2 ans qu'ils étaient dans le milieu. Moi, ça faisait déjà 3-4 ans, j'étais en pleine compétition et tout. Ils acceptaient pas, ils avaient la frustration personnelle de se dire, tu vois, je me suis fait battre par une personne en situation de handicap. Il y a beaucoup d'athlètes, il y a un ego quand même dans le milieu sportif, hein, il faut pas le nier. Et du coup, il y en a qui étaient pas du tout, ils acceptaient pas ça. Donc du coup, bah voilà, j'avais une catégorie d'athlètes qui m'ont pas accepté entre guillemets dans le game, tu vois. Mais encore une fois, j'ai toujours une réponse à ça et on va en venir par la suite. Ouais, justement, parce que quand tu fais La France a un incroyable talent, on va en parler, mais tu passes un vrai message. T'es un porteur de message. C'est ça. À quel moment tu commences à te servir de ta discipline pour transmettre quelque chose? Alors, pas de suite. Alors, quand je commence ça et tout, encore une fois, je sais ce que je vaux. Donc, je sais ce que j'apporte, la valeur ajoutée que j'apporte à la société, que j'apporte au sein de ce monde. Mais je me dis pas, je fais pas encore, comment dire, l'aspect conférence, l'aspect messager. Tu vois, le fait de porter un message. Je pratique, les gens ils me voient, ça leur change le regard. Et voilà, je le vis comme ça, tu vois, mais je me pose pas plus de questions à porter un message sur telle ou telle chose. C'est quand je commence à faire de la démo, que je commence à voir les retours des gens, que je vois les réactions des gens, tu vois, sur la scène. Tu sais, quand j'arrive sur scène et je suis là, je suis à 1m50, frérot, j'ai la barre à 2m50. Tu sais, les gens, déjà, ils se posent la question, ils se disent, mais. Comment il va la choper? Exactement. Ouais. Et quand je la chope et que je lance, j'ai vu des visages se déformer, se décomposer. J'ai vu des réactions faites de gens incroyables. Et les retours de ça, bah, tu vois, petit à petit, ça m'a amené à dire on va élever les consciences de la société. Ouais. Parce que voilà, c'est important de le dire aussi. Ouais. Que la plupart des gens, tu les as épatés. Ils ont été admiratifs. Ils n'ont pas été rageux. Ceux qui ont ragé sur toi, c'est une infime partie, c'est loin d'être une majorité. La masse, c'était positif. La masse était positive. Mais il y a quand même eu des organisations qui ont donné crédit à ce type de personnes-là. Ouais. Et du coup, on m'a fermé des compétitions. Ouais. Et des compétitions où on m'a pas souhaité. Parce que voilà, ils ne voulaient pas mettre quelqu'un en situation de handicap dans une compétition entre guillemets, de gars valides. Mais j'ai quand même eu des compétitions qui m'ont ouvert les portes. Et j'avais des objectifs. Quand j'ai commencé à connaître le milieu, les athlètes, tout ça et tout, j'avais quand même des objectifs. J'avais envie de tomber sur certaines personnes, tu vois. Et bah, j'ai réussi à tomber contre eux, tu vois. Et c'était des personnes qui avaient... Tu vois, parce que j'ai même eu des athlètes de haut niveau qui ne m'acceptaient pas, tu vois. Mais quand je tombe en battle contre eux et que je les ai battus, tu vois, bah, ça a été ma réponse. Tu vois, je n'étais pas là à brailler sur les réseaux ou donner de l'importance à répondre à tout, tu vois, toutes les méchancetés ou méchancetés gratuites, tu vois. Mais voilà, ma réponse a été là. Tu vois, ma réponse a été dans une victoire. Tu vois, dans une belle prestation que je pouvais faire, dans un nouveau mouvement, parce qu'il faut savoir que j'ai inventé des figures dans ce milieu, et aujourd'hui, elles sont reprises dans le monde entier. Et tu as énormément de gens qui font ces figures-là, et ils savent même pas que ça vient de moi. Ils l'ont vu de quelqu'un qui l'a vu de moi. C'est répandu. C'est ouf, hein. Énorme. Voilà. C'est quoi le message que tu veux transmettre aujourd'hui à travers ta discipline? Tu en as parlé dans La France a un incroyable talent. Est-ce que tu peux le dire maintenant? Quand les gens ils te regardent, qu'est-ce que tu as envie de les faire penser? Bah, tu sais, le message de vie, c'est comme je l'ai dit sur Incroyable Talent, c'est éveiller les consciences, tu vois. Faire grandir les consciences sur la position, le regard du handicap, tu vois. C'est-à-dire, voilà, que le handicap, tu vois, même la personne qui va être dans une chaise roulante tétraplégique, tu vois, que tu vas voir, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah putain, le pauvre, il a de la vie dure et tout, certes, tu vois, mais... ils vont juger dans l'incapacité, alors que ce mec-là, ne serait-ce que pour bouger avec son chaise roulant et tout, tu vois, il va aller chercher une force, il va aller chercher une détermination pour pouvoir trouver la mobilité par rapport à son état. Tu vois, ça, et en général, la force à laquelle il accède, le mec valide qui a jamais eu de pépin à ce niveau-là, il n'a pas spécialement cette force-là. Bah, en fait, les personnes, tu vois, c'est fou ce que je vais te dire, mais limite, c'est une bénédiction dans le sens où ça te forge, encore une fois. Tu sais, on est dans un monde où surtout les Occidentaux, en Occident, là je vais parler vraiment de l'Occident, les gens se plaignent pour rien. Se plaignent pour rien. Il fait froid, il fait froid. Il fait chaud, il fait chaud. Il vente, il vente. Tu vois, veut dire, les gens ne sont jamais contents. Tu vois, et ils n'ont pas la notion du déjà acquis. Tu vois, le fait, putain, je suis bien déjà, j'ai un toit, j'ai à manger tous les jours, je peux boire. Si je veux faire de l'argent, je peux en faire. Je suis dans un pays où il y a de l'argent. Donc j'ai juste à être ambitieux, à me mettre dans une niche et à travailler. Tu vois. Et les gens n'ont pas la notion de ça. Tu vois, ils vont toujours chercher ce qu'ils n'ont pas ou ce qui ne va pas.
tu vois. Et notamment, quand tu es atteint d'une pathologie, ou même si tu as une histoire de vie où tu as vécu des choses assez dures, assez traumas, tu vois, justement, ça te forge par rapport à toi, toutes ces petites... voilà, c'est rien en fait, tu vois, le fait qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, enfin, dire, ça fait partie de la vie en fait. C'est des paramètres. C'est exactement, t'as trouvé le mot, voilà, c'est des paramètres. Ouais. C'est des paramètres, c'est pas une difficulté de vie, c'est pas, tu vois, voilà. On vit l'instant présent, il fait froid, il fait froid, on va pas rester focalisé là-dessus. On vit le moment, tu vois, on vit ce qu'on doit vivre en fait. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, que j'interprète la vie, que je vis la vie, tu vois. Pour moi, un problème, c'est pas un problème, c'est une difficulté. Ces difficultés-là, va t'apprendre, tu vois. Et je te dis, dans n'importe quelle difficulté, tu perds demain un proche, ça va être dur, mais ça va t'apprendre. Ça va t'apprendre à accepter qu'après la vie, il y a la mort. Tu vois. Une maladie, tu vas atteindre une maladie, tu vois. Si tu vas la combattre et tu vas gagner face à elle, elle va t'inculquer plein de choses. Le goût de la vie, le goût de l'instant présent, le goût des choses que tu vois qui ont tendance à s'évaporer dans le quotidien des gens, tu vois. Voilà. C'est ça que je veux porter. Tu vois, il y a le handicap, mais si tu veux, il y a aussi la philosophie d'élever les consciences, tout simplement. Aujourd'hui, on est capable, tu vois, de mettre en place des iPhone 16 avec on a une technologie de ouf, tu vois, l'IA, tout ça, tu vois, on a des choses incroyables et on ne sait pas encore vivre ensemble. Ouais. Tu vois, quelle que soit ta race, ta couleur de peau, ta religion. On est là, on se met des bâtons, les gens se mettent des bâtons dans les roues. Tu vois. Moi, j'ai grandi avec toute communauté et c'est une richesse. J'allais chez mon pote, j'allais manger un mafé. J'allais chez un autre pote, j'allais manger le couscous. J'allais chez un autre pote, j'allais manger des pâtes thaï. Tu vois, j'ai grandi avec toute communauté. Mais c'est une richesse, mais tu peux pas imaginer. Tu vois. Clairement. Et c'est ce genre de choses-là que tu me dis, je comprends pas pourquoi le monde, tu vois, pour moi c'est voulu, tu vois, que ces choses-là restent, tu vois, le savoir vivre ensemble, c'est quelque chose qui est pas souhaité pour moi par, tu vois, les gens qui nous dirigent, tu vois, il faut nous diviser. Tu vois, le fait de l'unité, ils savent très bien que la table, on va la soulever et ils vont se casser la gueule. C'est phrase bateau, mais... C'est bateau, mais c'est réel. L'union fait la force, c'est réel. Et vraiment, tu vois, par exemple, cet après-midi, tu vois, avant de venir pour ton podcast, je passé une journée à Marseille. Moi, j'aime bien, tu sais, je kiffe Marseille, c'est ma seconde ville. Et puis bon, voilà, comme je t'ai expliqué au début du podcast, j'ai été très vite transféré à Marseille et j'ai souvent été amené à aller à Marseille par rapport à voilà, ma vie hospitalière. Mais voilà, c'est une ville que j'adore. C'est une ville cosmopolitaniste, c'est une ville où il y a un savoir-vivre ensemble, il y a toute communauté, les gens ils arrivent plus ou moins à vivre ensemble. Et je suis parti à Notre-Dame-de-la-Garde. C'est vraiment un des points le plus haut de Marseille, tu vois. Et je vais souvent là-bas pour me recueillir, tu vois, pour avoir une connexion avec le divin, tu vois. Et quand j'y vais et que je vois des musulmans, des bouddhistes, des protestants, des chrétiens, des catholiques être ensemble et prier ensemble, je me dis, moi, mais c'est fort, c'est profond, c'est ça la vie, tu vois. Et c'est ce genre de choses que j'aimerais bien à ma petite hauteur et voilà, mettre ma petite pierre à l'édifice pour et faire évoluer les consciences, ne serait-ce que sur la conscience collective de l'être humain, voilà. Pour t'ouvrir un peu les choses par rapport au message de vie. Il y a le handicap, mais derrière ça, il y a juste tu vois, le fait d'évoluer au niveau de la conscience, tu vois, d'être plus sur l'instant présent et plus sur comment dire, le côté émotionnel, le côté psychologique plutôt que le côté matériel, le côté, tu vois, pour réussir, il faut avoir une maison, il faut avoir une belle voiture, et là. Non, déjà, moi, la réussite, c'est déjà, je suis heureux. Tu vois, je suis bien à l'intérieur de moi. Je me sens bien, je me sens calme. Tu vois, là, si j'arrive à capturer ce moment de bonheur-là, tu vois, pour moi, j'ai réussi. Tu vois, ma vie au niveau, tu vois, au niveau de mon ressenti et de comment je l'appréhende et comment je la vis. Tu vois, là, je pars dans une discussion un peu profonde, un peu spirituelle. Mais voilà, pour moi, c'est tellement plus important d'être bien, d'avoir la quiétude en soi, plutôt que d'avoir une grosse Lamborghini. Ouais, mais en plus, tu parles de moment présent. Et ça fait sens avec moi parce que il y a des moments où tu te fais de la bile, tu vois, tu te fais du souci sur des trucs où tu es triste. Et 95% des choses pour lesquelles tu as des pensées négatives, elles sont soit passées, soit futures. Totalement. Et en fait, quand tu te rends compte que le moment présent, il est simple, que justement, on parlait de paramètres, pour le coup, dans le moment présent, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, des paramètres, il n'y a pas 5000 choses à penser. Tu vis. Voilà, là, on est tous les deux, on parle, il ne se passe rien d'autre, tu Totalement. vois.
et ben c'est hyper réconfortant d'être dans le moment présent et que dans le moment présent. C'est ça. Et en fait, tu te rends compte que 95% des problèmes que tu as, tu te les crées. Ah ouais, C'est de bien sûr. l'anticipation, C'est comme tu dis, l'anticipation, la procrastination Ouais. ou alors de la nostalgie Ouais, c'est sur ça. sur des C'est croyances ça. limitantes. Et en fait, la croyance limitante, c'est ça qui te freine en premier lieu. En fait. Ouais. C'est vraiment ça qui te freine. T'as beau avoir n'importe quel projet, si tu le travailles et tu crois en toi, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. Il n'y a pas de raison. Tu vois, si tu donnes les moyens, que tu vois, tu règles bien les paramètres pour pouvoir réussir, Ouais. tu vas le faire. Mais les croyances limitantes, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais avoir l'audience? Est-ce que je vais avoir tu vois, les chemins qui s'ouvrent? Ouais. Est-ce que je vais avoir les portes? Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui fait que tu te poses des questions. Et ça, tu vois, c'est un parallèle qui est tout fait avec une de mes dernières questions. C'est hier, quand je préparais le podcast, je regardais un peu ce que tu faisais. Et en fait, tu fais vraiment plein de trucs. Tu fais Effectivement. plein de trucs. Ouais, Mais vraiment. je Je suis un amoureux de la vie. Ouais, ça en devient drôle. Tu vas créer ton site internet, Ouais. tu vas faire de la création graphique, tu fais tes vidéos, tu pilotes ton drone, tu fais du sport, tu fais de la récup, tu bricoles, tu fais des créations. Totalement. En fait, tu veux, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma discipline, donc au début ça a été une passion, après vraiment bah, j'en ai fait de la compétition, j'ai connu le monde du show et je me suis dit je kiffe. Donc du coup j'ai pris voilà, cette décision d'arrêter ma vie salariale pour me mettre à 100% Ouais. dans l'entrepreneuriat et le fait de me produire sur scène, tout ça. Tu vois. Donc je me suis perdu, frérot. Tu me disais par rapport à quoi? Je te disais par rapport. En fait, ma question c'était que tu fais 100 000 trucs. Voilà. Et tu le fais en plus avec une certaine réussite. C'est genre, tes vidéos elles sont bien montées, les plans ils sont bien tournés, t'as l'air d'être un putain de manuel. C'est-à-dire que tu fais de la récup, à chaque fois tu fais des trucs, c'est vraiment beau ce que tu fais. Et justement, tu parlais de croyances limitantes. Là pour le coup, t'en as pas, tu vois. Et en gros, même si on vient de dire que c'était pas le plus important, tu montes tes petits projets, enfin petits ou gros, avec une certaine réussite. Et en fait, c'est quoi la Pietro mantra, tu vois, les petits ingrédients qui font que bah, hop, quand tu fais un truc, ça marche. Ce qui fait que le gars qui va regarder la vidéo, il va dire putain, Pietro il m'a dit ça, bien je le fais à sa façon. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement. En fait, tu veux, je l'ai fait par passion. Je peux pas tu vois, te répondre autre chose. C'est vraiment la passion qui fait que bah, j'ai envie d'apprendre. Tu vois, Ouais. je suis quelqu'un d'autodidacte, moi. Ouais. C'est-à-dire que j'adore apprendre T'es sur un une gros thématique. curieux. Ouais, autodidacte, ça veut dire que, tu veux, quand j'ai commencé voilà, à faire du show, à vouloir entrer dans l'entrepreneuriat et vouloir vraiment véhiculer ce que je souhaitais dans cette discipline et faire les choses que je voulais faire, j'ai fait en sorte de limiter les prestataires. Un vidéaste, c'est de l'argent. Un photographe, c'est de l'argent. Quelqu'un qui te fait les flyers, c'est de l'argent. Quelqu'un voilà, qui va te monter un site internet, qui va te faire ta com. Enfin, tout ça, c'est de l'argent. Donc, j'ai préféré me documenter avec une ressource incroyable qu'on a dans le 21e siècle. Ouais. Ça s'appelle YouTube. Ouais. YouTube, c'est un outil incroyable. Tu trouves tout sur YouTube. Tout. Tu as des gens qui t'offrent leur savoir, tu vois. C'est génial. Donc Voilà. en résumé, tu fais avant tout les choses par passion. Tu les Par fais passion. parce que tu as envie de le faire. De façon autodidacte et indépendante. Parce Ouais. que je suis un mec, je suis un indépendant, tu vois. Pour donner un exemple de ça, comme je t'ai dit, j'ai représenté pendant 5 ans Body Athlète de rue. Je suis parti parce que j'avais envie de créer mes propres choses. Ok. J'avais envie de créer mon propre milieu, enfin mon propre environnement, mon propre univers, tu vois. Je voulais, tu vois, là, j'ai représenté pendant 5 ans. Il y avait Pietro de chez Body Athlète de rue. Là, je voulais être Pietro, voilà, avec mes propres actions. Et ça a commencé avec, voilà, B-Boy on the voilà, Bar. tu peux montrer. Donc voilà, ça c'est la marque de mon textile, Ouais. de mes textiles. Voilà, c'est une marque que j'ai développée en 2018, voilà, qui a été créée en 2018. Elle a été déposée à l'INPI, tout ça. Et en fait, B-Boy on the Bar, c'est très simple. Un B-Boy, c'est un breaker on the bar. B-Boy on the Bar. Donc voilà, un breaker sur bar. C'est comme ça, moi, je véhicule la discipline, tu vois. C'est vraiment, il y a cet aspect artistique, cet aspect création, cet aspect flow. Et c'est comme ça que je m'identifie dans la discipline. Donc directement, quand voilà, j'ai quitté la team, j'ai créé ma propre identité. J'ai fait pas mal de nouveaux visuels, je fais des slogans, tout ça. Et c'est moi qui fais le logo, qui le floque et qui te l'expédie jusqu'à chez toi. C'est-à-dire que j'ai toute la chaîne C'est pas toi de... qui le livre non plus. Je le livre pas, C'est le seul mais truc je que tu fais t'envoie. pas. Ouais, c'est le seul truc que je fais pas. Et encore, quand quelqu'un veut s'offrir juste sa raf, on se voit à l'entraînement, je lui donne en main propre, tu vois. Mais sinon, voilà, toute la chaîne
que ce soit l'illustration, la production et jusqu'à la vente, et ben en fait, voilà, tu vois, Tout est j'ai géré. limité tout, j'ai enlevé un maximum de prestataires. Donc là, au moment où on tourne ce podcast, on est à l'aube de 2024. Au moment où il sort, ce sera le tout début de l'année 2025. À l'heure actuelle, on a vu toute ta chronologie. Qu'est-ce que tu fais maintenant aujourd'hui? Bah aujourd'hui, je me produis. Voilà, si je te parle au niveau street workout, je me produis, donc je fais une initiation, démonstration, show, soit d'un format d'un jour, 2 jours, 3 jours, tu vois. Donc je me déplace sur un événement, que ce soit public ou privé. Je viens avec ma structure. Donc la structure que tu as pu apercevoir sur Incroyable Talent, alors elle, on l'a faite vraiment sur le plateau, pour le plateau, pour l'émission. Parce que voilà, la configuration au niveau stabilité, je voulais une structure qui soit autonome au niveau de la stabilité. Je t'explique pourquoi. Si tu veux, Tu peux pas visser, tu peux pas... si tu veux dans les prestations d'Incroyable Talent qu'ont fait d'autres artistes, tu vois, lors de l'émission, c'est toujours des structures où tu as besoin d'avoir une personne ou deux qui vont tenir la structure. Tu vois, parce que le contrepoids avec les figures, Ouais. l'aérodynamie, ça et tout, ça fait que la structure, elle bouge beaucoup, Ouais. tu vois. Et en plus que les plateaux télé, ils ont un sol, tu sais, je dirais pas plastifié, mais tu sais, il est glissant, il est très lisse. Donc, on a mis en place une structure qui est vraiment stable. Ouais. Et en fin de compte, il y a besoin de personne pour la tenir. Donc Tu vois. même la structure qui était là Sur Incroyable Talent, sur c'est Incroyable c'est- c'est Talent, une structure avec laquelle je me produis. énorme. Voilà. Ouais, donc en fait, vraiment, t'es 100% autonome. Ça veut dire que tu 100% peux te représenter à peu près n'importe où à partir du moment où le sol est plat, quoi. Totalement. En fait, voilà, pour t'expliquer le déroulement d'une journée de travail dans ce milieu-là, enfin dans le street workout, ça veut dire que, admettons, bah, j'ai un événement sur une journée, je vais me lever écoute, 6 heures, je vais aller chercher un camion. Donc souvent je fais une location. Je loue un camion, je charge ma structure, je vais sur le site, je la décharge, je la monte, je me produis, initiation, je me produis, fin de journée, je la démonte, je la remets dans le camion, je la rentre chez moi, je ramène le camion, je rentre chez moi. Tu dors. Et je dors. Donc c'est des journées de 12 heures mini. Ouais. Tu vois, je prends juste une personne pour le montage, pour le déchargement, pour savoir les Et platines. en plus, c'est le pas très long. montage, le déchargement, c'est physique. Ah oui, Mais pendant la presta, tu te reposes pas non plus. Au Non. contraire. ouais, ouais, Donc, totalement. Donc ouais, c'est intensif. C'est des grosses journées. Tu vois, c'est des grosses journées. Tu vois, par exemple, ça, c'est quelque chose que tu pourrais pas faire tous les jours. Ouais, Tu ouais. vois. Parce que tous les jours, il faut que tu aies la récupération, tu sais, tout. Tu as déjà la grosse journée au niveau logistique, d'installation, tu vois. Et après, il faut que tu te produises aussi. Donc, non, c'est quelque chose que tu peux pas faire tous les jours. Mais c'est un métier où tu peux très bien gagner ta vie si tu as un carnet d'adresses où tu arrives à tourner à l'année. Tu vois. Aujourd'hui, je fais partie des peu d'athlètes qui arrivent à dégager de l'argent de sa passion et de la discipline, mais tourner à l'année, c'est dur. Ouais. Déjà, en tant qu'artiste, c'est dur de tourner à l'année. Tu vois, dans l'événementiel, voilà, il faut toujours voilà, être actif. Bon, ça, c'est normal, mais si tu veux, il faut savoir se déplacer. Ouais. Faut pas avoir peur d'aller sur Paris, sur Lyon, tu vois, dans les grandes villes. Moi, je ferai du Saraf, ça bouge pas l'événementiel. C'est un peu l'été, mais sinon, il y a rien, tu vois. Il faut aller dans les grandes villes pour que ça bouge. Donc, voilà, il faut se créer des opportunités. Et tout le temps. Dans 10 ans, le Pietro officiel, il est où? Alors, dans 10 ans, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ouais. Je continue à faire, tu vois, une discipline où la moyenne d'âge, elle est entre 16 et 25. Tu Clairement. vois, je suis vraiment, je suis un ancien, tu vois, enfin, j'aime pas le mot ancien, mais voilà, tu vois, je fais partie, c'est comme le football, tout ça et tout, t'arrives à 35 ans, tu commences à être, tu vois, fin de carrière, tu Mais vois. de toute façon, tu vas perdre de la force physique, tu perds de la forme physique. Et bah, quoi. je t'assure que je me trouve plus performant aujourd'hui à 40 que je l'étais à 35, Sérieux? je t'assure. Tu t'entraînes toujours autant? Alors, autant, pas qu'à mes débuts, tu vois, parce que Ouais. les débuts, tu bois la discipline. Donc, je m'entraîne généralement, je dois m'entraîner 12 heures par semaine, tu vois. 12 heures? Ouais, quand 12 même. heures. Ouais. Parce que je m'entraîne 3 fois par semaine, mais je fais des sessions de 4 heures. Tu vois, je Énorme. m'entraîne toute la journée. Généralement, c'est mercredi, samedi, dimanche. Tu vois, mais j'y suis toute la journée. Je travaille la barre toute la journée. Donc, ouais, généralement, ça fait 12 heures d'entraînement. Et si tu veux, en fait, le fait à mon âge, j'ai l'expérience, tu vois, j'ai la gestion de l'énergie. Je sais comment, tu vois, comment bien dépenser l'énergie sur la barre, comment optimiser, tu vois, mon enchaînement, mon combo, mon freestyle.
Tu gères ton endurance, Tu quoi. gères mon endurance, la propreté des figures. Ouais. Tu vois, t'as cette connaissance pointue qui fait que, bah, tu vois, t'es dans l'excellence, tu deviens plus dans l'excellence dans ce que tu fais. Avant, j'ai toujours cherché cette excellence-là, tu vois, mais l'expérience de la discipline fait que tu deviens de plus en plus, tu vois, méthodique, carré dans ce que tu fais. Donc, pour moi, je suis encore là et je suis pas prêt de quitter le terrain, tu vois, pour l'instant. Ouais. Mais dans 10 ans, je me vois pas faire ça toute ma vie. Clairement, je me vois pas à 60 ans lancer sur Et les tu fais barres, quoi? faire une Tu prestation. produis d'autres gars? Tu développes ta marque? Alors, Tu changes de la marque, secteur? par exemple, tu vois, la marque, c'est totalement identitaire et voilà, on va dire, c'est ma petite pierre à apporter à l'édifice du game, c'est lui donner une définition parce Ouais. qu'il y a beaucoup de gens dans les disciplines qui s'entraînent en salle de gym sur des barres asymétriques et quelqu'un comme toi qui connaît pas la discipline, il comprend rien, il va se dire c'est de la gym et c'est totalement normal. Moi, j'ai voulu vraiment donner une définition même de la discipline. Donc voilà, la laisser dans la rue et la côtoyer au b-boying, tu vois, et surtout l'inclure dans les cultures urbaines, tu vois. Et j'ai fait en sorte de vraiment de véhiculer et de matérialiser les idées et comment je vois la discipline et comment je veux la véhiculer sur le long terme, tu vois. Donc voilà, je me suis fait un petit carnet d'adresses dans tout ce qui est urbain et ça fait plaisir d'être précurseur et voilà, d'ouvrir cette voie pour d'autres athlètes qui peuvent être comme moi, qui sont dans les mêmes directions, qui auraient envie de faire les mêmes choses que moi, tu vois. Parce que c'était pas ouvert avant, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Mais pour répondre là, Ouais, c'est que vraiment j'allais te- pour les 10 ans, dans 10 ans, c'est comme je t'ai dit, j'aime faire beaucoup de choses. Je suis un passionné de la vie et voilà, j'ai d'autres activités aussi, tu vois, aussi derrière le street workout aussi pour complémenter. Comme je suis dans le bâtiment, j'ai été dans le milieu aussi de l'automobile pendant un moment, tu vois, acheter, vendre des voitures, c'est des choses que j'ai faites. Tu vois, le tatouage, c'est quelque chose que j'aime aussi et que je peux faire occasionnellement. Enfin, si tu veux, là, quand je te dis des choses, c'est pas des orientations professionnelles qui sont stables à l'année. C'est-à-dire, c'est des choses que je fais de façon aléatoire. Mais je sais que, tu vois, j'aime la cuisine aussi, tu vois. Je sais que demain, si je dois me recycler, j'ai plusieurs voies qui s'ouvrent à moi. Et je sais que, voilà, je j'irai dans une autre direction, tu vois. Mais le street workout restera dans ma culture et dans mon hygiène de vie à vie. Tant que je pourrais être pratiqué, je serai sur une barre. Après, en faire mon métier, enfin d'essayer d'en faire mon métier, parce que c'est un grand mot, en faire son métier. Quand je dis, je génère de l'argent, mais pas assez, entre guillemets, pour dire je vis à l'année de ça. Mais voilà, je ferai pas ça encore 20 ans à ce statut-là. Ok. Voilà, en statut entrepreneuriat et le fait de se produire sur scène. Et, voilà. Après, je deviendrai juste un athlète qui s'entraîne pour soi. Et puis voilà. Est-ce que tu as un mot à faire passer, tu vois, le mot de la fin, un message? Soit oui, soit non. Bah, déjà, le message, bah, déjà, merci de m'avoir reçu. Merci à Merci toi. pour le moment, parce que voilà, c'est un moment, c'est fluide, tu vois. Là, comment tu vois, ce que je t'ai exposé de ma vie, tout ça et tout. Je suis Ouais, pas ben un- merci Je suis d'ailleurs. pas un mec tu qui vois. me confie, Ouais, tu vois. Je ouais. t'avoue, et surtout quelqu'un que je connais pas déjà, au mien, j'ai du mal à me confier. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans mon peu de famille ou que ce soit dans mon réseau d'amis, j'offre que le bon. Ouais. Tu vois, mes difficultés de vie, j'en Ouais. parle pas. Je les vis, je cherche des solutions. Bah, je dis pas que c'est une qualité, hein, parce que ne pas demander de l'aide, c'est pas forcément une qualité. Mais j'ai du mal à ça, tu vois, à demander ou quoi que ce soit. Donc, je suis de la philosophie, je partage que le bon, tu vois. Et c'est pour ça que t'avoir fait rentrer dans les entrailles de ma vie, Ouais. dans mon parcours de vie, je le fais pas avec tout le monde. C'est cool. Du moins de cette profondeur-là. Et merci à toi. Donc, hein. merci vraiment de m'avoir reçu. Et puis voilà, le message que j'ai à passer pour la fin, c'est peu importe qui tu es, ce que tu as fait dans la vie. Et voilà, aujourd'hui, si tu as envie d'entreprendre, si tu as envie de. Voilà, si tu as l'ambition de quoi que ce soit, fais-le. N'attends pas. Ok. N'attends pas le moment propice Vas-y. ou te dire voilà, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt, les croyances limitantes, ce qu'on discutait tout à l'heure. Voilà, tu as envie de faire quelque chose, fonce. La vie elle est courte. One life. On peut te retrouver où? Sur Instagram, YouTube? Instagram, alors j'ai le même blaze pour tous les réseaux, c'est Pietro B-Boy de rue. Donc ça c'est mon blaze, voilà, mon nom d'artiste. Tu vas me retrouver sur toutes les plateformes. Et puis après, le nom de mon asso, la Ouais. marque, B-Boy on the Bar, pareil, tu vas me trouver sur les réseaux, sur YouTube. Et puis après, j'ai une chaîne que pour la vidéo. Parce que des fois je fais aussi de la vidéo.
mettra tous les liens de façon en description. Shoot de rue. Et puis Custom Daz. Custom Daz, c'est pour tout ce qui est custom, création, comme tu en as discuté tout à l'heure. J'aime bien créer, j'aime bien rénover, j'aime bien customiser. Et j'aime tout ce qui touche à l'art urbain. Donc en fait, voilà, je touche plein de choses, tu vois. Ouais. À l'époque, j'ai fait du graphe, j'ai été DJ, j'ai fait, ça je te l'ai pas dit, mais j'ai fait pendant plus de 13 ans, j'ai rappé, tu vois. J'ai pas en cherché à en faire un métier, je voulais pas buzzer ou quoi que ce soit. Je faisais vraiment, c'était mon antidépresseur. Tu vois, il y a des gens dans l'adolescence, ils prennent des antidépresseurs, tout ça et tout. Bah en fait, le moyen de me réfugier par rapport à, tu vois, les soucis, tu vois, les difficultés de mon adolescence, de ma vie familiale, tout ça, je posais sur papier. Voilà, c'était mon antidépresseur. Voilà. Bah voilà, après je t'ai tout dit, hein, c'est vraiment... Ouais, trop bien. T'as envie de faire quelque chose, crois en toi et voilà. Merci Pietro, c'était Merci à toi. C'était trop bien. Merci à vous, merci à l'équipe, voilà, toute l'organisation, tout ça. Ouais. Vraiment Merci, génial. merci d'avoir regardé cet épisode. Vous pouvez retrouver Pietro, comme il l'a dit, sur ses réseaux, sur Internet de manière générale. N'hésitez pas à le suivre, il propose plein de contenu qui est hyper intéressant. Donc franchement, je vous invite à aller voir un peu ce qu'il propose. N'hésitez pas à vous abonner, à interagir au maximum avec le podcast, surtout au début, sur le lancement, c'est important. Grave. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ciao.